Les lustres cristallins du hall de l'hôtel Grand Plaza projetaient des ombres prismatiques sur les sols en marbre, leur lumière dansant sur les luminaires en laiton et les panneaux en acajou. C'était cette heure particulière où la nuit commence sa lente capitulation devant l'aube, où même le pouls agité de Manhattan semblait se calmer. Le directeur de nuit, Thomas Hay, se tenait à son poste derrière la réception, son uniforme parfaitement repassé témoignant des normes inébranlables de l'hôtel. Le doux bourdonnement du système de climatisation et le vrombissement lointain des câbles d'ascenseur étaient les seuls sons qui rompaient le silence précédant l'aube. Ce silence se brisa lorsque les portes tournantes de l'hôtel commencèrent à tourner, leur rythme mécanique vacillant alors que quelque chose d'énorme s'y enfonçait. Les capteurs de mouvement clignotèrent frénétiquement et une rafale d'air hivernal balaya le hall. La main de Thomas se figea au milieu de la signature du rapport de nuit alors qu'Aurora entrait, un cheval d'un blanc si immaculé qu'il semblait émettre sa propre luminescence. Ses sabots, chaque pas délibéré et mesuré, frappaient le marbre avec un bruit semblable à celui du tonnerre lointain. L'agent de sécurité, Mike Reynolds, tendit la main vers sa radio mais se retrouva incapable de bouger, transpercé par la présence de la créature. Aurora se tenait à près de 17 mains de hauteur, son pelage brillait sous la lumière du lustre, sa crinière flottait comme de l'argent liquide. Mais c'étaient ses yeux qui maintenaient tout le monde immobile, de profonds bassins de sagesse ancienne qui semblaient scruter directement l'âme. Dois-je appeler le contrôle des animaux, chuchota Sarah Chen, la concierge junior, sa voix à peine audible par-dessus le son de son propre cœur qui battait fort. Mais même pendant qu'elle parlait, il y avait quelque chose dans le comportement d'Aurora qui défiait une intervention aussi banale. Le cheval se déplaçait avec détermination, ses oreilles en avant, sa démarche stable et sûre, comme si elle suivait simplement un chemin visible pour elle seule. L'équipe de nettoyage de nuit sortit de l'ascenseur de service, son équipement oublié alors qu'elle regardait la scène se dérouler. Quelques clients levaient tôt, attirés par là au milieu de l'agitation, les deux hommes regardèrent par-dessus la balustrade de la mezzanine, leur téléphone levé pour capturer ce qui devait sûrement être un coup de publicité élaboré ou un tournage de film. Mais il n'y avait pas de caméra, pas de réalisateur criant au coupé, aucune explication pour la magnifique créature qui se dirigeait maintenant vers le grand escalier. Les lustres en cristal du hall commencèrent à pulser, leur lumière s'atténuant et s'éclaircissant dans un rythme surnaturel qui semblait correspondre au pas d'Aurora. L'air devint épais d'anticipation, chargé d'une énergie qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Thomas. Il avait travaillé de nuit au Grand Plaza pendant 15 ans, avait vu des célébrités et des membres de la royauté passer dans ses couloirs, mais il n'avait jamais ressenti une telle présence. Aurora s'arrêta au pied de l'escalier, la tête haute, les narines légèrement dilatées comme si elle captait une odeur imperceptible au sens humain. Les caméras de sécurité dans le coin pivotèrent pour suivre ses mouvements, leur lumière d'enregistrement rouge clignotant de manière confuse. La queue du cheval s'agita une fois, 2 fois, puis elle commença à monter. « C'est impossible », marmonna Mike, regardant Aurora arpenter les larges marches de marbre avec une grâce impossible. Les chevaux ne peuvent pas monter des escaliers comme ça. Mais le mot impossible semblait avoir perdu son sens face à ce qu'il voyait. L'air nocturne devenait plus froid et les immenses fenêtres du hall commencèrent à s'embuer, créant une barrière onirique entre l'hôtel et la ville endormie au-delà. L'ascension d'Aurora continua, chaque pas résonnant dans l'espace désormais silencieux. Les invités qui s'étaient rassemblés pour regarder se retrouvèrent à retenir leur souffle, pris dans la gravité d'un moment qu'ils ne pouvaient expliquer mais dont ils comprenaient en quelque sorte qu'il était profond. 17 étages plus haut, dans la suite 1742, des machines émettaient un bip électronique constant sur le petit Peter Morrison. Le docteur Vincent Carter se tenait près de la fenêtre, son reflet dans la vitre semblant aussi hagard qu'il se sentait. 20 ans de médecine d'urgence ne l'avaient pas préparé à cette nuit. Il séjournait à l'hôtel pour une conférence médicale lorsque l'appel est arrivé, un bébé en détresse, pas le temps d'attendre une ambulance. La suite avait été transformée en salle médicale de fortune, l'équipement emprunté à la salle d'exposition de la conférence trouvant d'une manière ou d'une autre son chemin vers l'endroit où il était le plus nécessaire. L'infirmière Lorraine Thompson, une autre participante à la conférence, vérifia les signes vitaux du nourrisson pour la 100e fois, ses mains expérimentées douces mais inquiètes. Peter était allongé immobile, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant avec une assistance mécanique. Il avait 6 mois et livrait déjà une bataille qui semblait trop grande pour sa petite silhouette. Dans la suite 1744 adjacente, séparée par une porte communicante, son père James gisait dans un coma artificiel, victime d'un accident tragique qui avait laissé le père et le fils s'accrocher à la vie dans cet endroit improbable. Lorraine pressa sa paume contre le front de Peter, sentant la fièvre qui refusait de tomber. « Sa température monte à nouveau, dit-elle,
sa voix portant le poids de trop d'heures passées à regarder l'espoir s'envoler. Le docteur Carter s'éloigna de la fenêtre, ses pas lourds de fatigue et du poids de ce qu'il savait devoir dire. Les moniteurs projetaient leur lumière bleu pâle à travers la pièce, leur lecture racontant une histoire que la science médicale ne pouvait plus réécrire. La nuit se pressait contre les fenêtres, les lumières de la ville en contrebas scintillaient comme des étoiles lointaines, indifférentes au drame qui se déroulait au milieu d'eux. Et puis ils entendirent le bruit des sabots sur le tapis, résonnant dans le couloir extérieur. Lorraine leva les yeux, les sourcils froncés de confusion. « Vous avez entendu ça ?» Le docteur Carter hocha lentement la tête, se dirigeant déjà vers la porte. Le son se rapprochait, accompagné d'une présence qui semblait s'infiltrer à travers les murs eux-mêmes. L'équipement médical commença à réagir, leur rythme régulier vacillant, puis se stabilisant en de nouveaux modèles. Dans la suite adjacente, les moniteurs de James se déplaçaient également, leurs chansons électroniques changeant de tempo. Ses doigts, immobiles depuis des jours, le couloir extérieur devint silencieux. Lorraine retint son souffle, regardant la poignée de porte commencer à tourner, mue par des forces invisibles. La porte s'ouvrit dans un murmure, révélant Aurora debout dans le couloir, son manteau blanc lumineux dans la faible lumière, ses yeux fixés sur la petite forme dans le lit médical. La présence du cheval remplit la pièce, la rendant à la fois vaste et intime. Le bip des machines s'estompa en bruit de fond alors qu'Aurora avançait, ses mouvements fluides et gracieux malgré l'espace confiné. Elle baissa la tête vers Peter, et l'air entre eux sembla scintiller de possibilités. Lorraine se retrouva à tendre la main vers le bras du docteur Carter, cherchant une encre dans un moment qui défiait toute formation médicale. Le souffle du cheval agita les cheveux fins de Peter, et l'enfant, qui n'avait pas bougé volontairement depuis des heures, tourna légèrement la tête vers le contact. Les moniteurs commencèrent à afficher de nouvelles lectures, subtiles au début, puis plus prononcées. Les niveaux d'oxygène de Peter s'améliorèrent, son rythme cardiaque se renforça, sa fièvre commença à baisser. Dans la pièce voisine, les signes vitaux de James changèrent également, comme si le père et le fils étaient ramenés à la vie par la même marée mystérieuse. Aurora resta immobile, montant la garde sur l'enfant tandis que l'impossible se déroulait autour d'elle. La ville continua sa danse nocturne à l'extérieur des fenêtres, ignorant qu'à l'intérieur de ses murs, la science et le mystère avaient fusionné en quelque chose au-delà de la compréhension. Le docteur Carter se déplaça pour vérifier les relevés, son esprit scientifique luttant pour traiter ce dont il était témoin. « Je n'ai jamais rien vu de tel, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Lorraine. Les chiffres ne mentaient pas, Peter s'améliorait, ses signes vitaux se renforçant à chaque instant qui passait. À travers la porte communicante, ils entendirent un mouvement provenant de la chambre de James. Lorraine se précipita pour le vérifier, laissant le docteur Carter seul avec Aurora et Peter. Le cheval n'avait pas bougé, sa présence à la fois protectrice et protectrice. L'air de la nuit devint plus chaud, plus doux en quelque sorte, comme si l'atmosphère elle-même était transformée par ce qui se passait. Les lumières de la ville semblaient pulser au rythme du battement de cœur de Peter, et quelque part au loin, les cloches de l'église commencèrent à sonner l'aube qui approchait. Les premiers mots conscients de James furent le nom de son fils, prononcés avec l'amour désespéré d'un père. Lorraine l'aida à s'asseoir, le soutenant alors que la conscience revenait. Ses yeux trouvèrent la porte de communication, attirés par une compréhension qui transcendait son état de confusion. Les machines surveillant Peter chantaient maintenant avec des lectures saines, leurs écrans numériques racontant une histoire de guérison qui défiait toute explication médicale. Aurora releva finalement la tête, se tournant légèrement pour saluer James alors qu'il apparaissait dans l'embrasure de la porte, s'appuyant lourdement sur Lorraine pour le soutenir. Le père et le fils, séparés par la tragédie mais unis par quelque chose au-delà de la compréhension, étaient à nouveau ensemble. Aurora recula, sa tâche accomplie bien que sa présence remplisse toujours la pièce d'une grâce surnaturelle. Les premiers rayons de l'aube commencèrent à percer l'horizon de la ville, capturant sa blouse blanche et la transformant en lumière vivante. Le docteur Carter se retrouva à cligner des yeux pour retenir ses larmes, ses années de scepticisme médical se dissolvant face à ce dont il avait été témoin. Lorraine aida James à se rendre au chevet de son fils, où les yeux de Peter s'ouvrirent pour la première fois depuis des jours, brillants, clairs et pleins de vie. Aurora se dirigea vers la porte avec la même grâce déterminée qui avait marqué son arrivée. Le personnel de l'hôtel, rassemblé dans le couloir, s'écarta pour la laisser passer. Elle traversa les couloirs et descendit le grand escalier, ses sabots frappant toujours ce rythme impossible sur le marbre et la moquette. Le hall redevint silencieux alors qu'elle s'approchait des portes tournantes. La lumière du petit matin traversait les fenêtres,
projetant son ombre dans plusieurs directions, comme si la réalité elle-même ne pouvait pas tout à fait contenir son prêt. Dans la suite 1742, Peter prit la main de son père tandis que l'aube se levait sur Manhattan. Les machines continuaient leur symphonie régulière de guérison, leur lecture témoignant de quelque chose qui touchait au bord du miracle. Le docteur Carter et Lorraine échangèrent des regards, sachant que leur compréhension du monde avait été fondamentalement modifiée. L'hôtel Grand Plaza reprit son rythme normal à l'arrivée de l'équipe du matin, trouvant leurs collègues de nuit subtilement modifiés. Thomas termina son rapport de nuit interrompu, mais comment documenter l'indocumentable? Les caméras de sécurité n'avaient capturé que des parasites pendant la visite d'Aurora. Comme si certaines choses étaient censées rester dans le domaine du mystère et de la foi. James tenait son fils dans ses bras, sentant la force revenir dans leurs deux corps. Le soleil du matin peignait la pièce de nuances dorées, dans le calme de ce nouveau jour, père et fils commencèrent leur voyage de retour à la vie, surveillés par le souvenir d'un gardien dont les empreintes de sabots avaient marqué non seulement les sols de l'hôtel, mais la structure même de la réalité. Lorraine s'assit enfin, l'épuisement la rattrapant alors que l'adrénaline s'estompait. Elle regarda le docteur Carter, qui fixait toujours les relevés médicaux avec incrédulité. Parfois, dit-elle doucement, la science ne suffit pas à tout expliquer. Le docteur Carter hocha la tête, comprenant que son monde ne serait plus jamais tout à fait le même. Dehors, la ville de New York s'éveillait à un nouveau jour, ignorant qu'à l'intérieur des murs du Grand Plaza, la frontière entre l'ordinaire et l'extraordinaire avait été franchie, laissant derrière elle une histoire d'espoir, de guérison et de mystère qui existe juste au-delà de la limite de la compréhension. Le personnel du matin commença ses routines, les élégantes machines de l'hôtel tournant pour une autre journée. Mais ceux qui avaient assisté à la visite d'Aurora se déplaçaient différemment maintenant, leurs pas un peu plus légers, leur sourire un peu plus léger. Eux plus larges, emportant avec eux la connaissance que parfois, dans les heures les plus sombres, les miracles arrivent sur des sabots silencieux, apportant avec eux le pouvoir de guérir non seulement le corps, mais l'âme. Les semaines qui suivirent transformèrent le Grand Plaza de manière subtile mais profonde. L'endroit où Aurora était entrée pour la première fois devint un point de révérence tacite, les clients s'y arrêtaient parfois, ressentant une chaleur inexplicable, un écho de quelque chose de magnifique. Les agents de sécurité juraient que le marbre portait encore une légère trace de ses empreintes de sabots, visibles uniquement lorsque la lumière du matin frappait sous le bon angle. Thomas se retrouva à s'attarder à la réception pendant ses heures de travail, ses yeux attirés par les portes tournantes plus souvent que nécessaire. Il avait pris l'habitude de tenir un petit carnet, notant les événements étranges qui semblaient se multiplier après cette nuit-là, la façon dont les lustres pulsaient parfois en rythme sans cause discernable, l'odeur inexpliquée des prairies d'été qui flottaient dans le hall lors des nuits d'hiver les plus froides. Peter se renforçait de jour en jour, sa guérison défiant toutes les prévisions médicales. Le docteur Carter, qui avait révisé son rapport initial des dizaines de fois, se contenta finalement de documenter les faits bruts, sachant que la vérité se trouvait quelque part au-delà de la portée de la terminologie médicale. Il avait pris l'habitude de se rendre régulièrement à l'hôtel, attiré par quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer, passant des heures dans le hall à observer l'interaction de la lumière et de l'ombre, à la recherche d'aperçus de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Lorraine avait été transférée dans un hôpital voisin, demandant à travailler de nuit par choix désormais. Elle se sentait plus vivante dans ces heures calmes avant l'aube, lorsque la frontière entre le possible et l'impossible semblait la plus mince. Parfois, pendant ses pauses, elle se rendait au Grand Plaza et s'asseyait dans le hall, échangeant des regards entendus avec Thomas, tous deux gardiens d'un secret qui les avait changés à jamais. James et Peter devinrent des habitués de l'hôtel. Le fils de Peter, qui faisait ses premiers pas, s'arrêtait souvent au pied du grand escalier, pointant vers le haut avec un rire qui semblait contenir les échos de cette nuit extraordinaire. James regardait son fils, se rappelant à quel point ils avaient été près de tout perdre, comment un mystérieux gardien avait galopé à travers les barrières entre les mondes pour les ramener. La réputation de l'hôtel changea subtilement. Bien qu'il conserve son statut de luxe 5 étoiles, des rumeurs commencèrent à circuler sur ses autres qualités. Les clients rapportèrent d'étranges rêves de chevaux blancs et de lumières guérisseuses. D'autres parlèrent de se sentir inopinément renouvelés après leur séjour, comme si l'air lui-même avait des propriétés réparatrices. Le Grand Plaza devint connu comme un endroit où l'impossible ne semblait pas si farfelu, où la membrane entre le banal et le miraculeux était remarquablement fine. Sarah Chen, la concierge junior qui avait assisté à l'arrivée d'Aurora, vit son rôle évoluer. Les clients la recherchaient, attirés par quelque chose dans son comportement qui suggérait qu'elle en savait plus qu'elle ne pouvait en dire. Elle devint une gardienne officieuse d'histoire, collectant des récits d'événements inhabituels, le bruit des sabots dans les couloirs vides, la façon dont certaines chambres semblaient contenir leur propre lumière,
les rêves que les clients de la suite 1742 rapportaient, les rêves de vol au-dessus de champs sans fin sous un ciel étoilé. Mike Reynolds a pris sa retraite de la sécurité mais n'a pas vraiment pu partir. Il a accepté un poste à temps partiel comme portier de nuit, préférant rester connecté à l'endroit où sa compréhension du monde avait été fondamentalement modifiée. Les nuits calmes, il parlait d'Aurora aux nouveaux employés, voyant leur scepticisme s'estomper alors que l'hôtel exerçait sa magie subtile sur eux aussi. La ville continuait son rythme implacable à l'extérieur des murs de l'hôtel, mais à l'intérieur du Grand Plaza, le temps s'écoulait différemment désormais. Le Grand Hall était devenu une sorte de sanctuaire, un endroit où les harcelés et les désespérés pouvaient se reposer. Ils se sont retrouvés attirés, sentant peut-être qu'ici, à cette intersection de mondes, tout était possible. Au fil des années, l'histoire d'Aurora est devenue partie intégrante de l'histoire officieuse de l'hôtel, chuchotée entre les membres du personnel pendant les moments de calme, partagée avec les nouveaux embauchés les yeux écarquillés pendant leur formation. Les archives officielles ne montraient rien d'inhabituel, juste la guérison remarquable d'un père et de son fils par une nuit d'hiver. Mais la vérité vivait dans les battements de cœur de ceux qui en avaient été témoins, dans les murs même du bâtiment, dans la façon dont la lumière captait encore parfois les sols en marbre et les transformait en argent liquide, comme si elle se souvenait du contact des sabots sacrés. Le docteur Carter a finalement publié un article sur les guérisons inexpliquées dans la littérature médicale, omettant soigneusement des détails spécifiques mais faisant allusion à des forces dépassant la compréhension scientifique actuelle. Il est devenu son ouvrage le plus cité, non pas pour ses conclusions, mais pour ses questions ou pour les espaces qu'il laissait entre les lignes où d'autres professionnels de la santé pouvaient insérer leur propre rencontre avec l'inexplicable. Lorraine a acquis une réputation parmi ses collègues pour sa capacité presque surnaturelle à prédire les résultats des patients. Elle n'a jamais pu expliquer comment elle le savait, mais après avoir été témoin du miracle d'Aurora, elle avait développé une sensibilité plus profonde au courant de la vie et de la mort, aux signes subtils qui indiquaient si un patient survivrait contre toute attente. Les livres d'or de l'hôtel ont commencé à se remplir d'entrées curieuses, des histoires de rêves et de visions, de guérisons inexpliquées et d'espoirs renouvelés. La direction a discrètement décidé de préserver ces livres plutôt que de les remplacer, comprenant qu'ils documentaient quelque chose de précieux et de rare, l'écho continu d'un miracle qui avait choisi leur établissement comme lieu de rassemblement. James emmenait Peter à l'hôtel chaque an. Né à l'anniversaire de cette nuit-là. Il s'asseyait dans le hall, parfois pendant des heures, Peter grandissant et fort à chaque visite, mais ne perdant jamais ce lien spécial. Il se rendit à l'endroit où sa vie avait été sauvée. En grandissant, il commença à peindre, créant des images époustouflantes de chevaux blancs et de lumière apaisante qui capturaient quelque chose de la qualité ineffable de cette nuit lointaine. Le Grand Plaza avait toujours été plus qu'un simple hôtel, c'était un dépositaire d'histoire, un gardien de secrets, une étape pour les voyageurs en quête de plus qu'un simple endroit où se reposer. Mais maintenant, il était devenu quelque chose d'autre également, un rappel que le monde était plus vaste et plus profond qu'il n'y paraissait, que des miracles pouvaient survenir sur des sabots silencieux dans les heures les plus sombres de la nuit et que certaines histoires, une fois inscrites dans la trame de la réalité, ne finissent jamais vraiment mais continuent de se propager vers l'extérieur, touchant des vies d'une manière qui ne peut jamais être pleinement mesurée ou comprise. L'influence de l'hôtel commença à s'étendre au-delà de ses limites physiques. Des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds au Grand Plaza se retrouvèrent attirées par sa légende, faisant des pèlerinages de tout le pays et même d'outre-mer. Ils venaient chercher quelque chose qu'ils ne pouvaient pas vraiment nommer, la guérison, l'espoir ou peut-être juste un aperçu de l'extraordinaire. Le trottoir extérieur était souvent bondé de gens qui se tenaient simplement immobiles, le visage tourné vers le haut, cherchant un écho de la présence d'Aurora. Les artistes locaux ont commencé à intégrer l'hôtel dans leur travail. Les peintres ont installé leurs chevalets de l'autre côté de la rue, essayant de capturer la façon dont la lumière jouait différemment autour de l'architecture du bâtiment. Les musiciens ont affirmé que l'acoustique du hall avait changé, que les notes tenaient plus longtemps et que les harmonies se mélangeaient plus parfaitement qu'elles ne le devraient. Un compositeur a écrit une symphonie inspirée par l'histoire, avec une mélodie envoûtante qui semblait capturer le son des sabots fantomatiques sur le marbre. La communauté médicale ne pouvait plus ignorer le phénomène. Des équipes de recherche ont approché l'hôtel avec des propositions pour étudier les événements inexpliqués qui continuaient à se produire dans ses murs. Ils ont apporté leurs instruments et leur scepticisme, en installant des équipements de surveillance. Peter, qui étudiait lui-même la médecine, était devenu un pont entre la science et le miracle. Ses conférences sur l'intersection entre la médecine conventionnelle et la guérison inexpliquée attiraient des foules à guichets fermés. Il parlait avec l'autorité de quelqu'un qui avait vécu l'impossible, sa propre vie témoignant de forces dépassant la compréhension médicale actuelle. Ses articles de recherche, combinant une méthodologie rigoureuse avec une ouverture au mystère,
créer un nouveau cadre pour l'étude de phénomènes qui défiaient la classification traditionnelle. James avait également trouvé une nouvelle vocation. Il a créé une fondation dédiée au soutien des familles confrontées à des crises médicales similaires, les aidant à trouver l'espoir dans leurs heures les plus sombres. Les bureaux de la fondation, situés juste en face du Grand Plaza, sont devenus leur propre sanctuaire, un endroit où l'impossible ne semblait pas si loin, où les histoires de guérison inattendues étaient accueillies avec compréhension plutôt qu'avec scepticisme. Le personnel de l'hôtel a développé un protocole officieux pour gérer ce qu'ils ont appelé les « événements d'aurore », ces moments où le tissu ordinaire de la réalité semblait s'amincir, où l'inexplicable se faisait connaître de manière subtile. Ils ont appris à reconnaître les signes, le léger changement de pression atmosphérique, la façon dont le lustre commençait à pulser à leur propre rythme, le silence soudain qui tombait sur le hall comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Sarah Chen, aujourd'hui directrice générale de l'hôtel, a transformé le fonctionnement du Grand Plaza. Sous sa direction, l'hôtel est devenu célèbre pour son approche unique de l'hospitalité, une approche qui reconnaissait le mystérieux tout en maintenant les plus hauts standards de service de luxe. Elle a embauché des membres du personnel non seulement pour leur professionnalisme. La communauté architecturale de la ville a commencé à étudier la conception de l'hôtel, fascinée par la façon dont le bâtiment semblait s'être adapté à son rôle de seuil entre les mondes. Ils ont découvert que les motifs géométriques des sols en marbre formaient des configurations inattendues, que les angles de lumière et d'ombre créaient des formes qui n'auraient pas dû être possibles selon la physique conventionnelle. L'hôtel était devenu un sujet d'étude dans les écoles d'architecture, les étudiants tentant de cartographier ses voies énergétiques subtiles et ses propriétés acoustiques inattendues. Le docteur Carter et Lorraine avaient lancé une révolution silencieuse dans leurs domaines respectifs. Leurs expériences au Grand Plaza les avaient amenés à développer de nouvelles approches des soins aux patients, qui laissaient place à l'inexplicable tout en maintenant une rigueur professionnelle. Ils ont commencé à enseigner ces méthodes à d'autres, créant un réseau de prestataires de soins de santé qui comprenaient que la guérison arrivait parfois par des voies inattendues. L'histoire de l'hôtel a commencé à apparaître dans des endroits inattendus, revues médicales, résumés d'architecture, études de parapsychologie et même articles de physique tentant d'expliquer l'inexplicable. Chaque domaine a trouvé son propre langage pour décrire ce qui s'était passé là-bas, mais aucun ne pouvait pleinement saisir l'essence de ce qu'était devenu le Grand Plaza, un endroit où les frontières entre le possible et l'impossible étaient devenues définitivement floues. Les portes tournantes continuaient leur danse sans fin, introduisant de nouveaux clients qui pouvaient ou non reconnaître qu'ils entraient dans plus qu'un simple hôtel. Les sols en marbre conservaient toujours leurs motifs secrets, les lustres leur rythme mystérieux. Et parfois, dans ces heures les plus calmes avant l'aube, lorsque le pouls de la ville ralentissait et que le voile entre les mondes s'amincit, ceux qui étaient présents pouvaient percevoir le plus faible écho de la vie nocturne. Offbeat, un rappel que les miracles ne se produisent pas une seule fois et ne s'arrêtent pas, ils continuent de se dérouler, leurs effets se propageant à travers le temps et l'espace, touchant des vies d'une manière qui ne peut jamais être prédite ou entièrement comprise. Le Grand Plaza était devenu un point de connexion, un lieu où l'extraordinaire avait élu domicile de manière permanente au sein de l'ordinaire. Son histoire continuait d'évoluer, chaque nouveau jour apportant de nouvelles révélations, chaque invité ajoutant son propre fil à la tapisserie d'émerveillement qui avait commencé cette nuit d'hiver où un cheval blanc nommé Aurora avait décidé que les frontières entre les mondes étaient plus perméables que quiconque ne l'avait imaginé. Au fil des années, l'influence de l'hôtel s'est développée de manière inattendue. Les universités ont commencé à offrir des bourses aux chercheurs pour étudier ce qu'ils ont appelé le phénomène du Grand Plaza. Les physiciens ont découvert que les coordonnées du bâtiment correspondaient à des motifs géométriques jusqu'alors inconnus dans le champ électromagnétique de la ville. Les anthropologues ont documenté la façon dont l'hôtel avait engendré sa propre culture unique, avec ses rituels et ses traditions qui avaient évolué de manière organique parmi le personnel et les clients réguliers. La bibliothèque de l'hôtel, autre fois une simple collection de livres pour le divertissement des clients, s'est transformée en une archive de l'extraordinaire. Des volumes reliés en cuir remplis de récits de première main d'événements inexpliqués s'alignaient sur les étagères. Les chercheurs passaient des mois à éplucher ces documents, à suivre les tendances dans les événements mystérieux qui semblaient se regrouper autour de certaines dates et de certains lieux dans le bâtiment. La carrière médicale de Peter avait évolué au-delà de la pratique traditionnelle. Il dirigeait désormais un institut de recherche révolutionnaire dédié à l'étude de ce qu'il appelait la médecine du seuil, l'intersection des soins de santé conventionnels et des événements de guérison inexplicables. L'institut, hébergé dans une aile nouvellement construite du Grand Plaza, attirait des esprits brillants du monde entier qui sentaient que les paradigmes médicaux traditionnels n'étaient qu'une partie d'un vaste. L'architecture de l'hôtel avait commencé à présenter des propriétés étranges qui défiaient toute explication. Les chambres changeaient parfois légèrement de dimension,
Les couloirs semblaient plus longs ou plus courts selon l'état d'esprit de l'observateur, et certains espaces semblaient contenir des souvenirs auxquels on pouvait accéder dans les bonnes conditions. Les architectes et les ingénieurs étudiaient ces anomalies avec un mélange de frustration et d'émerveillement, leurs instruments enregistrant des mesures qui n'auraient pas dû être possibles. Le style de gestion de Sarah Chen était devenu le sujet d'études de cas dans les écoles de commerce. Elle avait développé une approche unique de l'hospitalité qui reconnaissait et fonctionnait avec les propriétés inhabituelles de l'hôtel. Les membres du personnel étaient formés non seulement au service client mais aussi à ce qu'elle appelait la conscience du seuil, la capacité à reconnaître et à faciliter les moments où l'extraordinaire pourrait se manifester. L'influence du Grand Plaza s'est étendue au monde de l'art de manière profonde. Une nouvelle école de peinture a émergé, caractérisée par des tentatives de capturer les qualités changeantes de la lumière et de l'espace de l'hôtel. Les musiciens parlaient de mélodies qui semblaient se composer d'elles-mêmes dans le hall, d'harmonies qui existaient juste à la limite de l'audition humaine. Les poètes et les écrivains ont vu leurs mots prendre des tournures inattendues lorsqu'ils travaillaient dans les murs de l'hôtel, comme si le bâtiment lui-même collaborait à leur processus créatif. L'héritage du docteur Carter a perduré à travers une nouvelle génération de médecins qui ont compris que la science et le mystère ne s'excluaient pas mutuellement. L'hôpital où il avait terminé sa carrière était devenu célèbre pour son approche innovante des soins aux patients, intégrant des espaces de silence et de contemplation aux dernières technologies médicales. Ces derniers articles, publié peu avant sa retraite, proposait un cadre pour comprendre la guérison comme un phénomène existant dans le chevauchement entre l'explicable et le mystérieux. Les protocoles infirmiers de Lorraine avaient été adoptés, les hôpitaux du pays entier utilisaient ces techniques, mais peu de gens connaissaient leur véritable origine. Elle avait développé des techniques pour créer ce qu'elle appelait des espaces aurores boréales, au sein des établissements médicaux ou des pièces où les frontières entre l'ordinaire et l'extraordinaire devenaient plus perméables, où la guérison semblait s'accélérer pour des raisons qui défiaient toute explication conventionnelle. La fondation de James était devenue une organisation internationale, avec des succursales dans les principales villes du monde. Chaque emplacement avait été choisi pour ses propriétés énergétiques uniques, chaque bâtiment étant conçu pour intégrer des éléments faisant écho à l'architecture remarquable du Grand Plaza. La fondation était devenue connue non seulement pour son soutien pratique aux familles en crise médicale, mais aussi pour son rôle dans la facilitation des guérisons et des rétablissements inexpliqués. La réputation de l'hôtel s'était répandue bien au-delà de New York, attirant des visiteurs de tous les coins du monde. Certains venaient chercher la guérison, d'autres espéraient étudier le phénomène, et d'autres encore étaient simplement attirés par une attraction inexplicable qu'ils ne pouvaient pas vraiment nommer. Le Grand Plaza était devenu une sorte de lieu de pèlerinage, même si les gens rendaient hommage à ce à quoi exactement ils rendaient hommage variait selon chaque visiteur. Les scientifiques avaient commencé à proposer de nouvelles théories sur la nature même de la réalité, basées sur des observations faites à l'hôtel. La façon dont l'espace et le temps semblaient se courber dans ces murs, les étranges relevés quantiques enregistrés par leurs instruments, la façon dont la conscience elle-même semblait fonctionner différemment dans sa sphère d'influence, tout suggérait que le bâtiment était devenu plus qu'une simple structure d'acier et de pierre. Les portes tournantes continuaient leur danse éternelle, mais elles semblaient désormais tourner entre plus que l'intérieur et l'extérieur. Les clients ont rapporté avoir aperçu d'autres lieux, d'autres époques, dans les miroirs qui bordaient le hall. Les sols en marbre avaient développé des motifs qui se déplaçaient et changeaient lorsque personne ne les regardait directement. Les lustres avaient appris à répondre aux émotions de ceux qui les regardaient. Les lumières passaient sous eux, leur lumière s'atténuant ou s'éclaircissant dans une subtile sympathie. Les légendes locales commencèrent à intégrer le Grand Plaza à leur mythologie. Les enfants se mettaient au défi de passer une nuit dans le hall, espérant apercevoir le fantôme d'Aurora. Des artistes de rue créèrent des peintures murales représentant le cheval blanc montant le grand escalier, leur travail capturant quelque chose de la qualité magique qui persistait encore dans l'air. L'hôtel était devenu une entité vivante à part entière, respirant avec les souvenirs et les expériences collectives de tous ceux qui passaient par ses portes. Son histoire avait dépassé ses origines, devenant quelque chose de plus grand et de plus profond, un témoignage de la possibilité que la réalité elle-même soit plus fluide, plus magique, que quiconque n'avait osé l'imaginer. Et parfois, lors de nuits très spéciales où la lune était pleine et la ville retenait son souffle, ceux qui savaient quoi chercher pouvaient apercevoir quelque chose d'extraordinaire, un éclair blanc au coin de l'œil, le bruit des sabots sur le marbre, un sentiment de présence qui suggérait qu'Aurora n'était jamais vraiment partie. Elle avait simplement étendu son territoire, devenant partie intégrante du Grand Plaza au même titre que l'acier de ses ossatures et les histoires de ses murs. L'hôtel était un monument à la nuit où l'impossible avait galopé à travers ses portes et n'était jamais vraiment parti, un rappel que certaines histoires ne se terminent pas mais continuent de grandir, traversant le temps et l'espace pour toucher des vies d'une manière qui ne pouvait jamais être prédite ou pleinement comprise.
Le Grand Plaza était devenu plus qu'un hôtel, plus qu'un bâtiment, il était devenu une porte d'entrée vers le possible lui-même, un lieu où l'extraordinaire avait trouvé un foyer permanent dans le monde ordinaire.